Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la rentrée Flash Marché. On retrouve Jean-Marc Chevassus pour la présentation et on aura un invité spécial qui sera présenté par Jean-Marc tout à l'heure, Mathieu Plane, qui nous fait l'honneur d'intervenir ce matin. Quelques dates pour l'agenda de Force Patrimoine et donc de nos formations. Les formations bilan patrimonial, dont un webinaire aura lieu la semaine prochaine de présentation de ce qui sera et du déroulé et de ce que l'on attend de vous aussi pendant ces 3 jours de formation sur le bilan patrimonial qui aura lieu les 25, 26 septembre et le 2 octobre. On va vous faire travailler pendant 21 heures, 3 jours complets sur comment rédiger, comment aller chercher la donnée, comment rendre un bilan patrimonial à son client. Deuxième formation qui aura lieu début octobre également, ça sera sur l'actualité de la location meublée, actualité formation meublée, actualité fiscale, la TVA, le social, on n'oublie pas l'URSSAF, et puis quelques particularités comptables, toujours avec notre formateur, Monsieur Champin, pour cette formation. Et puis, la formation phare de Force Patrimoine, vous pouvez retrouver donc le certificat expert comptable patrimonial qui est cette année sur 15 jours, 120 heures de formation, 8 heures par jour. On va vous faire travailler pendant ces 15 jours. Vous allez pouvoir mettre en place avec des cas pratiques le conseil patrimonial à l'issue de ces 15 jours au niveau de vos cabinets. Maintenant, place aux invités de Jean-Marc. Le certificat conseil patrimonial, oui, ça attaque le 6 novembre, du 6 novembre au 15 janvier. 2 jours d'intervention et de formation en visio pour ce certificat qui vous donnera aussi accès, grâce à son petit diplôme, son attestation de fin de formation, plus précisément, à pouvoir mentionner votre spécialisation sur le site de l'Ordre des experts comptables, sur votre site internet et au niveau de vos contrôles qualité de l'Ordre, de mentionner votre spécialisation. On passe aux invités du jour qui vont être présentés par Jean-Marc pour ce flash marché de la rentrée pour début septembre. Je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée et j'ai presque envie pour une fois, j'en rêve depuis des années avec la rentrée géopolitique internationale, nationale, microéconomique, macroéconomique. J'ai envie de vous dire Good morning Vietnam, le célèbre cri qui explique un petit peu et qui va lancer notre table macroéconomique sur laquelle vous aurez aujourd'hui Bastien Dru qui vient en Bonjour. lieu et place. Pardon? Je disais bonjour, tout simplement. Ah, pardon. Excuse-moi, J'ai cru, Bastien, que j'avais mal prononcé. aucun problème. C'est comme Chevassus, moi le S se prononce pas, donc c'est bien Dru, Parfaitement. comme Guy Dru. Exactement. On a un petit Ah. lien de parenté, mais c'est pas le sujet du jour. Qui va entamer l'introduction et le débat macroéconomique sur notre équipe. Nous aurons, comme toujours, fidèle Armand de Broglie, Fidélité Internationale. Audrey JP Morgan, malheureusement, ne seront pas là aujourd'hui, mais ce ne sera que partie remise la prochaine fois au mois d'octobre. Bien sûr, l'excellent Yu Fengxi, qui nous passera à la moulinette avec tous les secrets qu'il a sur un fonds de Carmignac aujourd'hui, sur une partie obligataire. Et puis, bien sûr, Pierre-Yves Diclot, qui nous fera son point crypto, enfin, juste avant l'intervention à 11h30 précise de Mathieu Plane. Mathieu Plane qui nous fait non seulement le plaisir, l'honneur, mais aussi l'amitié, puisque je lui ai demandé de nous faire un point étant spécialiste, économiste et directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques, prof à Sciences Po. Sa bobine, si vous me permettez d'être un peu trivial, vous dit quelque chose, puisque Mathieu, en général, sur toutes ces problématiques-là, intervient sur tous les grands journaux télévisés, les émissions,
est interviewé dans toute la presse spécialisée. Donc, je vais demander de nous faire un point sur la dette et puis l'impact de la dette et la situation que nous vivons aujourd'hui. Et évidemment, de tenir des propos sains, hein, et d'une véracité sans doute, voilà, par rapport à tout ce qu'on entend. Sans perdre plus de temps, eh bien, Bastien Dru, c'est à vous. Oui. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je sais pas qui passe les slides. Elles sont juste après, je pense. Ah bah ouais, alors c'était dans le désordre, bon c'est pas grave. Je vais commencer ce point rapide, hein. On va essayer de balayer toute l'actualité de l'été sur 10 minutes. Donc d'abord la guerre commerciale. La guerre commerciale s'est pas arrêtée cet été. On a beaucoup parlé en juillet, beaucoup moins en août, avec des accords entre guillemets qui ont été noués par l'administration Trump avec ses différents partenaires commerciaux. Donc on a les droits de douane finalement fixés à 15% pour l'Union européenne et le Japon, 35% Canada, 50% pour l'Inde. On n'a qu'une détente qui est temporaire, jusqu'à mi-novembre pour la Chine. Mais quand on regarde le graphique de droite, ici, on voit que les droits de douane américains sur les produits chinois sont actuellement quand même à peu près 58%. Donc même si il y a une pause, entre guillemets, une trêve entre les États-Unis et la Chine, les droits de douane restent très élevés. Le petit tableau qu'on voit ici sur la gauche, celui qui est en bleu clair, c'est les droits de douane pour chacun des pays, chacune des grandes économies mondiales. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que on est quand même en un point d'atterrissage sur des droits de douane qui sont quand même relativement élevés, pour lesquels il reste une incertitude, parce que maintenant on va avoir ces droits de douane réciproques qui vont être portés devant la Cour suprême, parce qu'ils ont été jugés invalides par la Cour du commerce international, qui est une cour américaine, une cour interne. Et ça a été validé par une cour d'appel. Donc, ça va maintenant être passé devant la Cour suprême. Et là, l'incertitude est totale en termes de calendrier. On ne sait pas du tout quand la Cour suprême pourra rendre un avis finalement sur ce droit de douane réciproque. Il pourrait les invalider. Et s'il les invalidait, il pourrait demander le remboursement de tous les droits de douane qui ont été collectés depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes et puis les conséquences de marché peuvent être très fortes. Voilà, donc ça c'est pour les droits de douane. Maintenant, on a quand même un impact sur l'économie américaine qui commence à se voir. Ce qu'on voit sur le graphique de gauche ici, c'est les droits de douane collectés par les États-Unis mois après mois. Ce que j'ai mis en rouge, c'est le mois d'août, pour lesquels on a que des données préliminaires, mais on voit qu'on a quand même eu de plus en plus de droits de douane collectés. Il y a eu un peu de retard à l'allumage, mais globalement, on passe de 7 milliards par mois à 30 milliards par mois, ce qui veut dire une hausse d'impôts d'à peu près 300 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable, et surtout pour les ménages les plus défavorisés. Et ça induit quand même un coup d'arrêt sur la consommation des ménages. On le voit sur le graphique de droite ici. On voit l'évolution des dépenses de consommation. En bleu clair, c'est la tendance, et on voit bien que depuis le début de l'année, il y a un vrai coup d'arrêt sur les dépenses de consommation aux États-Unis, qui induit une croissance qui est un peu plus faible en 2025 que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc pas de récession, mais vraiment un coup d'arrêt qui est manifeste sur la consommation et la croissance américaine. Sur le slide suivant, là, sans rentrer vraiment dans les détails, parce que là, je pourrais en parler pendant des heures, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, on ne voit pas d'impact des droits de douane sur l'inflation américaine, contrairement à la grande crainte de Jérôme Powell, il en a parlé en long, en large et en travers depuis le début de l'année. Pour le moment, on n'a qu'un corps CPI, une inflation sous-jacente qui est à 3%. Quand on décortique les chiffres, et c'est ce qu'on fait sur le graphique en haut ici, on voit que tout ce qui provient des biens, finalement, l'inflation des biens n'a pas vraiment accéléré récemment. Et nous, notre thèse, c'est que l'impact des droits de douane sur l'inflation sera vraiment limité cette année, ce qui permettra à la Fed de baisser plus facilement ses taux. Sur le slide suivant, on a, et là je vais aller très vite, on a vraiment toutes les données immobilières aux États-Unis qui sont en train de se dégrader.
ce qui se traduit par des baisses de prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pas courant aux États-Unis. Ce qu'on voit sur le graphique qui est en bas à gauche ici, ça fait quand même 4 mois de suite que les prix baissent. Alors certes, les prix sont très élevés, hein, ça c'est très clair, mais là, on a quand même 4 mois de suite que ça baisse, ça devrait continuer à baisser, et ça, c'est plutôt aussi un autre élément négatif pour la croissance américaine, parce que ça induit des effets richesse qui sont négatifs, des ménages qui se sentent moins riches, donc ils vont consommer un petit peu moins. Donc ça, c'est voilà, un élément, entre autres, qu'il faut avoir en tête. Sur le marché du travail, bon, on aura le job report demain. Le job report, franchement, j'en ai aucune idée de comment il va sortir. Et d'ailleurs, personne n'en a aucune idée. Quand on regarde les prévisions qui sont à chaque fois complètement fausses de tous les économistes des grandes banques d'investissement. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les derniers chiffres qu'on a eus corroborent vraiment la thèse d'un ralentissement du marché du travail américain. Il y a eu beaucoup de révisions des chiffres des mois précédents. Et si on regarde finalement sur les 3 derniers mois, eh bien, on a des créations d'emplois qui sont seulement à 35 000 par mois. Donc c'est quand même très faible. Et ça, c'est avant les grandes révisions annuelles qui seront faites la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, ça sera mardi prochain. Il y aura des révisions annuelles de l'emploi qui devraient être encore une fois très négatives, comme l'année dernière. Je rappelle au passage que c'était ces révisions annuelles l'année dernière qui avaient fait bouger la Fed de 50 points de base en septembre. Donc là, notre question, c'est pour septembre, est-ce que la Fed baisse de 25 et de 50? C'est pas entre 0 et 25, c'est plutôt entre 25 et 50 qu'il y aura une baisse de taux, en fonction de la petite surprise qu'on aura demain avec le job report, mais surtout des révisions annuelles de la semaine prochaine qui seront très négatives. On a vu hier, par exemple, les ouvertures de postes qui ont nettement baissé. On est au plus bas depuis 2020. Et pour la première fois depuis le début de l'année 2021, on a plus de chômeurs que de postes ouverts aux États-Unis. Donc ça montre encore une fois que le marché du travail est en train de ralentir aux États-Unis. Sur le slide suivant, je crois que j'avais mis la Fed. Ouais, c'est ça, c'est le grand chantier de la Fed, au sens propre comme au sens figuré, comme on peut le voir sur la photo. On a eu un truc tout à fait inédit avec la visite de Trump dans les locaux de la Fed pour constater, pour inspecter les travaux de rénovation du bâtiment de la Fed, pour montrer à Powell que s'il voulait, il pouvait trouver, il pouvait instrumentaliser finalement des dérapages de budget dans le chantier de rénovation pour le licencier, pour le limoger. On a vu qu'il a limogé Lisa Cook, une membre du board. Donc là, j'ai fait un petit point finalement des membres du board de la Fed. Et ce qu'on voit, c'est que Trump est en train de reprendre la main sur le board de la Fed. Ça, c'est quelque chose qui va continuer jusqu'à ce qu'il ait vraiment gain de cause et qu'il ait une Fed qui baisse ses taux. La pression sur la Fed sera de plus en plus forte. Et en plus de ça, les arguments, on va dire, économiques fondamentaux vont plutôt dans le sens de baisse de taux. Donc nous, on s'attend vraiment à ce que on ait maintenant un vrai cycle de baisse de taux qui revient au niveau de la Fed, et que toutes ces questions sur l'inflation, pas inflation, etc., finalement, soient maintenant secondaires. Donc voilà, des baisses de taux de la Fed qui devraient être nombreuses. Ensuite, sur le slide suivant, voilà, tout ça, ça s'est retranscrit sur les marchés actions et obligataires. Je pense que Armand en reparlera après aussi. Vraiment, l'événement de cet été, c'est les Magnificent Seven qui ont fait le marché. Le marché américain a fait un peu plus de 4% sur juillet et août. Les M7 font 8%. Le S&P 493 ne fait que 2,5%. Donc on a vraiment une dichotomie entre les très grosses et puis le reste du marché qui est énorme. Et ça s'explique par le graphique qui est en bas à droite ici, c'est les résultats, les profits des M7 et du S&P 493. Voilà, le graphique est très parlant. On n'est pas du tout sur les mêmes rythmes de progression des profits. Donc même si il y a un ralentissement finalement de cette croissance des profits, l'écart est toujours énorme. Et c'est ça qui fait qu'on a toujours des M7 qui progressent beaucoup. La petite nouveauté de cet été, c'est quand même les small caps qui ont bien progressé aux États-Unis avec le mauvais job report qu'on a eu cet été. Le mauvais job report qui a fait baisser les taux, comme on le voit sur le graphique qui est en haut à droite ici, parce que ça a crédibilisé les baisses de taux de la Fed pour cette année. Alors je regarde, je ne sais pas combien de temps il me reste, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup, peut-être encore 3 ou 4 minutes. Sur le slide suivant, j'avais dû mettre... ouais, je pense qu'on peut le passer aussi celui-là. Voilà, Tout va voilà, peut-être bien, sur... Bastien. Bastien, Comment? tout va Ouais. bien. Oui, Prends le bon, temps de dire ce merci. que tu veux dire. Je ne C'est- voudrais pas que tu sois c'est- perturbé.
Mais c'est bien de me rassurer, merci beaucoup. Donc sur l'Europe, on continue à avoir des chiffres de croissance qui sont médiocres. On a vu le 0,1% de croissance sur le T2, avec encore une fois une dichotomie entre les pays qui est énorme. En Allemagne, comme on le voit sur le graphique de gauche ici, on voit l'évolution du PIB depuis la fin 2019. Et ce qu'on peut voir, c'est que la croissance sur les 5 dernières années en Allemagne, c'est de zéro, quoi. Voilà, donc zéro en moyenne sur les 5 dernières années. La France a fait un petit peu mieux, surtout l'Espagne a fait beaucoup mieux. Maintenant, ça va vraisemblablement tourner avec les plans qui ont été annoncés en Allemagne. Ça, c'est une estimation sur le graphique de droite de ce que les plans devraient faire, enfin les dépenses d'infrastructure devraient faire sur le PIB allemand sur les prochaines années. Donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place. On commence à voir un peu plus d'optimisme en Allemagne. L'indicateur IFO, par exemple, est au plus haut depuis un an. Ça continue à revenir. Et il faut s'attendre à ce que l'Allemagne surprenne positivement sur les trimestres à venir, ce qui sera pas forcément le cas de la France, mais ça, je crois que Mathieu Plin en parlera tout à l'heure, vraisemblablement mieux que moi, étant donné qu'il est spécialiste de la France. Voilà ce qu'on peut dire, hein, c'est que voilà, on reste sur une croissance qui est faible, mais qui devrait un petit peu s'améliorer, en particulier sur l'Allemagne, sur les trimestres à venir. Sur le slide suivant, je crois que j'avais mis les PMI, voilà, donc les PMI se sont un petit peu améliorés récemment. Il y a eu un événement quand même, c'est que le PMI manufacturier, hein, l'enquête manufacturière pour la zone euro, était en contraction depuis 3 ans, depuis plus de 3 ans, et là est revenu en zone d'expansion. Bon, à 50,5, je ne sais pas si on peut parler d'expansion, on est plutôt en zone de stagnation, de consolidation. Mais ça indique quand même que les enquêtes ont arrêté de se dégrader, qu'on est en train d'aller vers du mieux. Le PMI composite de la zone euro, il est à 51,1, ce qui est le plus haut niveau depuis un peu plus d'un an, mais ce qui reste quand même pas terrible, quoi, ce qui marque une vraie quand même différence encore avec les États-Unis, quoi. Mais ça, les baisses de taux de la BCE qui viennent d'avoir lieu sur l'année écoulée devraient quand même soutenir un petit peu aussi la croissance européenne. Sur le slide suivant, je crois que j'avais mis juste la BCE. Bon, les anticipations de BCE, elles sont quasiment inexistantes sur les 12 mois qui arrivent. On a un taux de dépôt qui est à 2%. Le marché pense qu'il peut y avoir encore une baisse de taux sur l'année qui arrive, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de conviction sur le sujet de la part du marché. Nous, on pense qu'on devrait quand même, malgré tout, revenir à une petite baisse de taux parce que on a finalement quand même une croissance qui reste assez morose sur la zone euro. Et puis surtout, une inflation qui maintenant devrait finalement passer en dessous de 2% sur les mois qui arrivent, et que la question de l'undershooting, le fait que l'inflation soit en dessous de la cible, bah, reviendra sur le devant de la scène. Alors je vais peut-être juste terminer avec voilà, avec ce graphique-là. On a sur la Chine vraiment une morosité qui prédomine avec, et peut-être sur le slide suivant, ça se verra encore plus, on a eu 2 mois consécutifs de contraction des dépenses de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très peu courant hein, quand même. On a même des dépenses de consommation qui se sont stabilisées, qui stagnent depuis le début de l'année. Et ça, c'est vraiment lié aux graphiques qu'on voit en bas ici, les graphiques d'immobilier. On a eu des baisses de prix sur les derniers mois qui viennent, enfin, on a eu le retour aux baisses de prix. Depuis le pic hein, du marché immobilier, on a quand même eu une baisse de 17% des prix de l'immobilier dans l'ancien, de 8% dans le neuf en Chine, et puis ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et ça induit vraiment une vraie morosité des ménages, donc une croissance qui est relativement faible. Puis en plus de ça, il y a la guerre commerciale. Et là, pour terminer, le slide suivant, bah, en fait, toutes ces annonces assez négatives, finalement, bah, paradoxalement, poussent le marché chinois. Vraiment, le best performer sur juillet-août, c'est le MSCI Chine. Parce que justement, ces mauvais chiffres sur la croissance chinoise ont induit le retour du mécanisme d'annonce récurrente sur les possibles mesures de relance en Chine, avec notamment sur la consommation, sur le marché immobilier, sur les mesures d'investissement. Et toutes ces petites mesures mises bout à bout, finalement, ont
ont relancé le marché chinois, qui a été le best performer. Donc nous, on a remis du marché chinois dans nos fonds diversifiés parce que on pense que voilà, ce rythme d'annonce va continuer et on privilégie ce marché-là. Je m'arrête là, je laisse la parole à Armand et je te laisse compléter s'il y a des choses que j'ai oubliées. Merci Bastien. Je pense que la majorité a été dite. Juste du coup, peut-être la slide après, effectivement, un rappel quand même des performances, juste pour, qui a été évoqué brièvement, mais juste pour dire effectivement que depuis le Liberation Day, on a eu quand même un très fort rebond des marchés, et notamment US, et notamment cet été, où on pouvait s'attendre potentiellement à un ralentissement de la croissance aux US avec du coup une conséquence sur les marchés actions du fait justement de l'impact des tarifs. Comme tu l'as dit et tu l'as rappelé, finalement, on ne s'est pas encore vu sur le marché américain, dont la croissance quand même reste assez robuste, exceptionnellement d'ailleurs, parce que ça prend un peu tout le monde de court par rapport à ça. Et on pouvait s'attendre effectivement, donc l'impact sur le deuxième trimestre aux États-Unis justement de la mise en place des tarifs qui n'a pas forcément eu lieu et les marchés ont continué d'augmenter cet été. Juste pour rappel, le S&P fait quand même sur 3 mois à fin août 9,5% en dollars, donc ça fait 6,2 en euros, ce qui surperforme largement le MSCI Europe, donc les actions européennes qui font zéro sur la période en euros. Donc, on voit effectivement, on a eu un bon démarrage de l'Europe et derrière, effectivement, les États-Unis, malgré la correction qu'on a eue au mois d'avril, ont fortement rebondi et surperforment largement les actions européennes. Si on continue juste par rapport, pour compléter ce qui a été dit, et peut-être pour avoir une vision légèrement différente de Bastien et qui est la vision de Fidelity, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Fidelity, donc il y a eu un excès d'optimisme du fait qui s'est vérifié sur les marchés, parce que justement, les risques de récession se sont un peu éloignés avec la détente qu'on a eue dans les relations commerciales, notamment entre la Chine et les États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé par Bastien, attention à l'excès d'optimisme, parce que finalement, les niveaux de tarifs, on le verra d'ailleurs à slide après, mais les niveaux des tarifs sont quand même assez élevés. Et inexorablement, ça aura un impact. Et d'ailleurs, on l'a vu sur la consommation qui commence à baisser aux États-Unis. Et tout ça, ça induit du coup une croissance finalement moins forte que ce qui aurait pu être anticipé fin 2024, où on anticipait la continuité de l'exceptionnalisme américain, qui finalement n'aura sans doute pas lieu. Donc, on a le scénario de récession est quand même assez faible malgré tout. Par contre, le scénario de Fidelity à pratiquement 90%, c'est effectivement une croissance plus faible et un ralentissement de la croissance pour 2025. Sur les tarifs, ensuite, donc tout a été dit, donc je passe rapidement, mais juste pour dire effectivement que les tarifs moyens aujourd'hui sont de l'ordre de 16%. Ils pourraient encore augmenter avec notamment un certain nombre de tarifs qui devraient être, notamment les tarifs sectoriels qui devraient être mis en place, qu'on pourrait atteindre à des niveaux de tarifs moyens de 19%, ce qui est quand même relativement haut. Nous, on va dire notre vision sur les tarifs, c'est qu'on arrive in fine quand même aux alentours de 15-16%, ce qui semble assez raisonnable, entre guillemets, évidemment, pour l'économie américaine, en tout cas qu'elle peut absorber. Si on continue ensuite, oui, c'était pour montrer quand même l'impact des tarifs. On voit effectivement un ralentissement quand même assez net dans les importations aux États-Unis, et notamment quand on regarde les pays qui exportent moins vers les États-Unis. Forcément, et c'est un peu la rhétorique de la guerre commerciale, parmi les principaux partenaires des États-Unis, on voit effectivement les exportations de l'Europe qui ont fortement diminué et celles de la Chine également. Slide suivante. Donc, c'est là où peut-être on a une vision légèrement différente avec celle d'Amundi, c'est l'impact que ça peut avoir sur l'inflation. Nous, on considère que si l'inflation n'a effectivement pas encore pleinement augmenté, on n'a pas eu l'impact véritablement, ça s'est pas véritablement vérifié dans l'inflation jusqu'à maintenant, l'impact des tarifs, on anticipe tout de même chez Fidelity un impact sur l'inflation avec une inflation qui devrait repartir au-dessus des 3%. Sachant que, pour rappel, la Fed, à la différence de la BCE, a un double mandat, c'est de juguler l'inflation, donc avoir une inflation aux alentours de 2%, comme la BCE, et le marché de l'emploi, ce que n'a pas la BCE. Et c'est peut-être à ce niveau-là, effectivement, au niveau de l'emploi, qu'on peut avoir, et c'est là justement où Powell, au regard des derniers chiffres de l'emploi qui ont été rappelés d'ailleurs par Bastien, qui commencent à s'affaiblir fortement, parce qu'on peut voir d'ailleurs un slide après, moins de création d'emplois. Alors, un slide encore également. Après, voilà. Donc, le taux de chômage est de toujours. Non, ça va être parfait. Le taux de chômage est effectivement toujours de 4,2%. Donc, on est quand même reste inférieur aux projections des bureaux d'études de la Fed. Mais par contre, comme l'a rappelé Bastien et ses slides après d'ailleurs, sur le graphique de droite,
Non, slide après. Non, slide avant, vous avez manqué une slide, France. Bon, c'est pas grave. Sur il y a moins de création d'emplois aujourd'hui moins de jobs vacants aujourd'hui. Ça a été les chiffres d'ailleurs qui ont été publiés hier, de demandeurs d'emploi, ce qui fait qu'on a quand même une dynamique négative sur le marché de l'emploi aux États-Unis, ce qui du coup ouvre la voie, effectivement, comme l'a rappelé Paul lors de la dernière réunion, à des baisses de taux aux États-Unis. Et donc, on rentre enfin dans un nouveau cycle de baisse des taux qui pourra justement venir soutenir la croissance américaine. Donc, c'est un peu le pendant effectivement d'une économie qui ralentit fort, qui commence à ralentir aux États-Unis. Et entre aujourd'hui l'inflation et le chômage, la balance est en train de pencher justement sur le chômage, qui induit du coup la baisse des taux dont on a parlé. Je vais aller assez rapidement sur la suite, parce que j'en ai déjà évoqué, mais l'économie américaine n'est quand même pas en reste par rapport au plan de relance, puisque la slide suivante, voilà, donc j'avais déjà rappelé les niveaux de taxation qui sont quand même assez faibles, le fait que le coût de production du fait d'énergie faible est un avantage pour les États-Unis comparativement à d'autres zones, et notamment à l'Europe, et surtout les investissements aux États-Unis ne sont pas en reste, puisque la dernière administration avait voté toute une série de mesures, donc c'est un package quand même entre 1,5 et 2 trillards, qui a été complété par la grande et belle loi qui a été votée par Trump récemment, qui va permettre justement d'augmenter les investissements sur le territoire américain et qui va être aussi un moteur à la croissance américaine. Se pose évidemment la question de la soutenabilité de la dette américaine, mais pour l'instant, c'est moins un sujet qu'on peut le voir par exemple en France, ça sera évoqué après. Mais effectivement, ça peut être un sujet pour plus tard. Mais en tout état de cause, en termes de croissance, ces facteurs-là vont permettre justement voilà, de pousser la croissance américaine. On va aller à la fin de la présentation, juste pour évoquer nos vues, et je conclurai par ça, voilà, classe d'actifs par classe d'actifs. En tous les cas, sur les actions. C'est assez intéressant de dire qu'on est neutre et on reste neutre sur les États-Unis, parce qu'effectivement, même si le marché reste quand même assez cher au regard de la bonne performance récente des marchés américains et des risques macroéconomiques, notamment dus aux tarifs et à l'inflation, c'est quand même un marché américain qui est extrêmement innovant, qui est extrêmement favorable aux actionnaires, avec une réglementation minimale qui devrait d'ailleurs baisser, notamment pour l'industrie bancaire. Tout ça crée quand même un environnement quand même propice au marché actions aux États-Unis. C'est pour ça qu'on reste neutre au regard des risques potentiels qu'il peut y avoir aux États-Unis, notamment sur la croissance. Sur l'Europe, on reste neutre également, on passe neutre d'ailleurs parce que le marché avait bien marché, les marchés actions européens avaient bien fonctionné depuis le début de l'année. Il y a quand même se pose la question notamment de l'euro par rapport au dollar, qui va être un frein aussi pour les compagnies européennes, pour les boîtes européennes qui exportent notamment aux États-Unis. Forcément, quand le dollar baisse et que vous êtes exportateur en euros, forcément, votre chiffre d'affaires aux États-Unis va baisser. Et si vous rajoutez à ça les droits de douane qui ont été mis en place pour l'Europe, forcément, ça en aura un impact sur la croissance des résultats des entreprises européennes. Et enfin, on surpondère les marchés émergents pour les questions d'une part de devises, parce que le dollar a beaucoup baissé, c'est généralement positif pour les marchés émergents. Et aussi, c'est un marché les marchés émergents vont également être poussés par la Chine. Bastien a rappelé les bonnes performances du marché chinois depuis le début de l'année. Et également ce cycle de plan de relance qui va continuer en Chine justement pour soutenir la consommation et pour maintenir et soutenir les prix de l'immobilier justement pour que la consommation reprenne enfin en Chine. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus que ça et je laisse la main du coup à la suite. Alors, sur une petite minute quand même, pour être très concret, quand on voit que vous ne bougez pas sur les États-Unis, vous ne bougez pas sur l'Europe ou autre, ça c'est bien sur des allocations qui sont déjà investies. Maintenant, soyons pratiques pour notre public. J'ai, je ne sais pas, Monsieur Chambier et Madame Chambier qui viennent nous voir, ils ont 200 000 euros aujourd'hui. Quand je regarde la collecte des compagnies d'assurance, on est vraiment dans la trésor et sur les fonds qui collectent le plus en ce moment, trésor chez les CGP, libéraux, trésor et petite duration sur l'obligataire. Si je voulais rentrer en action aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je pondère comment? Est-ce que je mets encore du 50-60% États-Unis? Très rapidement, juste en pondération, Armand et puis Bastien, je vous pose la même chose à tous les deux. Comment vous pondériez aujourd'hui en investissement?
Juste pour répondre, en fait, quand on parle voilà, d'être positif, d'être neutre ou surpondéré en fait, des actions, c'est par rapport à un indice action. Et donc, du coup, en fait, on reste pleinement investi sur les actions. On considère que c'est encore intéressant aujourd'hui d'être investi sur les actions. Après, effectivement, tout dépend de l'horizon d'investissement, de manière quand on se place d'un point de vue patrimonial à moyen long terme, ça On est reste long, extrêmement on est long, on est intéressant, dynamique. voilà, d'intéressant sur les marchés actions. Et par rapport à MSCI Europe, par rapport à l'euro, on aura tendance effectivement à surpondérer les États-Unis que par rapport à l'Europe, parce qu'on est quand même sur les indices mondiaux où les États-Unis est un peu plus représentés. Par contre, là où ça se joue, c'est aujourd'hui effectivement les émergents qui étaient peut-être mis de côté depuis un certain nombre d'années peuvent revenir un peu plus à la mode et remettre un peu plus d'émergents aujourd'hui dans les portefeuilles. Pour nous, ça a du sens. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Bastien tout à l'heure, quand il dit qu'il commence à repondérer la Chine, c'est un pari qu'on trouve intéressant également chez Fidelity. Bastien, même question en pondération. J'ai pas une réponse qui est très différente. Je dirais que là, on surprendrait les États-Unis, en particulier avec le risque politique français. Voilà. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde les performances selon les tailles des entreprises. On a aujourd'hui un marché small cap qui, je pense, mérite vraiment d'être regardé à la fois en Europe et aux États-Unis, notamment avec les baisses de taux qu'il y a pu y avoir en Europe, mais aussi, et puis la croissance qui revient un petit peu, qui pourrait revenir un petit peu. Et aux États-Unis, le desserrement monétaire qui va se produire, ça, on a vu sur l'été que le Russell 2000 avait fait même mieux que le Nasdaq. Et c'est clairement un segment sur lequel il faut être beaucoup plus positionné que d'habitude, hein. Ça a été compliqué pendant longtemps sur les small caps, mais là, c'est vraiment, je pense, le moment de revenir davantage là-dessus. Donc, surpondération sur les États-Unis et surpondération sur les small caps pour ajouter quelque chose d'un peu différenciant ou ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Armand. OK. Merci, messieurs. Pas de questions dans le chat ou questions-réponses. Donc, mon cher Yufeng, tu as la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je vais juste partager mon écran pour qu'on puisse visualiser l'analyse directement de notre plateforme InvestBoard pour analyser le fonds et le portefeuille. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, j'ai pas de réponse. Oui, oui, on voit. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Alors, le fond aujourd'hui qu'on va analyser, bah, on suit un peu la thématique. La thématique, c'est les dettes, les obligations. Donc, on va regarder ces tendances-là et on va vous présenter, analyser ensemble un fonds qui est assez intéressant qui nous paraît, c'est Carmignac Portefeuille Crédit. Voilà, donc, sur la performance de 3 ans historique passée, il est noté 5 étoiles chez nous. Et si on regarde la performance même sur 5 ans par rapport à la paire, la moyenne de paire qui est en violet et en vert, c'est le portefeuille de Carmignac, on voit que sur 5 ans, il surperforme quand même largement aussi la moyenne de paire. Avec une performance en moyenne de 20% et une perte maximum un peu plus importante sur la période, de 2% de plus, au lieu de 15% de la moyenne de paire. Avec un profil de risque volatilité, en revanche, un peu plus faible que la moyenne de ses concurrents. Et si on regarde un indicateur, je regarde toujours qui est très intéressant, c'est en fait ces mouvements en moyenne à la hausse et à la baisse par rapport à ceux de ses concurrents. On voit que en fait, quand la moyenne de paire monte à 1%, il a tendance à monter autant, voilà, 1,2% environ. Et en revanche, quand la moyenne de paire baisse, dans la plupart des cas, sur les 5 ans, il baisse que 60%, c'est-à-dire que c'est un fonds qui a tendance à performer un peu, qui a le même comportement de performance que ses pairs à la hausse du marché des obligations crédit. Et en revanche, quand le marché baisse, il apporte un vrai biais diversifiant. Voilà. Donc, et ce qui est surtout, c'est un fonds assez traditionnel dans le monde de l'épargne financière française, parce que c'est un fonds que vous pouvez trouver quasiment dans plus de 370 contrats, assurance vie, PEA, capitalisation, et comment dire, PER,
de différentes compagnies d'assurance en France et luxembourgeoises. Et autre chose qui est intéressant pour ce fonds-là, c'est de part en tout cas qu'on regarde qui est qui est la part la plus éligible, on va dire la plus présente sur le marché français. Il est créé, c'est un fonds qui a prouvé son track depuis 2017 et qui a un frais courant autour de 1,2% l'année dernière. Maintenant, on va décortiquer un peu, essayer de comprendre un peu pourquoi cette surperformance. Sur la plateforme de Investboard, vous allez voir, c'est assez facile comment dire, d'analyser cela. Première chose, c'est qu'on va essayer de regarder quel est le niveau de sensibilité de ce fonds sur la courbe de maturité, c'est-à-dire le différent maturité d'échéance des obligations. On va regarder on va distinguer, on va faire les choses simples. On va regarder les obligations globales mixtes à la même catégorie, mais long terme, et le global mix à obligations court terme. Et on regarde un peu, juste pour faciliter la lecture, on va pareil centrer le fond comme l'élément central à analyser. Si on regarde la dernière année, sur les 12 derniers mois, c'est un fonds qui a particulièrement une sensibilité plus forte en termes de corrélation, on peut constater via la corrélation, plus forte sur le court terme et une sensibilité un peu moins importante sur le long terme. Alors, chez nous, court terme, qu'on classe fonds, c'est tous les fonds dont la durée de placement est en dessous de 5 ans. Et long terme, c'est tous les fonds qui sont au-dessus de 5 ans en termes de duration. Et si on regarde doucement par rapport à son historique pour comprendre un peu comment le gérant a ajusté sa sensibilité, sa stratégie long terme, court terme, sur 5 dernières années, la même sensibilité, si on regarde, bah, il était largement moins sensible sur le long terme et un peu plus sensible sur le court terme. Donc, on l'a vu tout à l'heure, sur le long terme, il est rajusté à 45. Donc, c'est un fonds sur la courbe de taux qui reste toujours sur court terme, qui est en moyenne le long terme, qui est plus que court, comment dire, sur la durée, il est plus sensible sur court terme et délaisse un peu la partie longue de la courbe, hein. Mais en revanche, si on a regardé ce qu'on a vu tout à l'heure sur la dernière année, c'est une position qui commence à être rééquilibrée récemment. Maintenant, on peut regarder un peu les choses par type d'émetteur. Voilà. Si on regarde, on peut regarder par rapport à la sensibilité aux obligations entreprises, hein, toujours au niveau global, hein, les obligations high yield au rendement et les obligations inflation, ainsi les obligations souveraines, donc des obligations d'État souverains. Et sur 5 dernières années, on va regarder un peu sa sensibilité à ces différents facteurs sur 5 ans, moyen terme. Quelque chose de très intéressant, c'est que le fonds est très peu sensible à tout ce qui est émetteur souverain, peu sensible sur l'inflation sur 5 dernières années. Et en revanche, il a une pondération, une sensibilité assez forte par rapport à tout ce qui est obligations au rendement. Et dans la moindre mesure, mais quand même significative par rapport aux émetteurs privés entreprises. Et c'est cette même comparaison si on fait regarder la dernière année, juste pour voir un peu l'évolution du fonds, ses positions par rapport à ces facteurs-là. Ce qu'on voit, c'est que il reste toujours euh, peu sensible, entre guillemets, sur l'émetteur souverain à inflation. Mais par contre, l'inflation, la sensibilité de l'inflation est passée en dessous de 50 ou au-dessus de 50. Donc, en fait, on voit que la maison Carmignac réajuste à une vraie vision sur l'inflation c'est récemment. Donc, du coup, ils réajustent leur sensibilité positivement par rapport à l'inflation. Et de l'autre côté, ils ont également réajusté leur protection. Protection, si on peut parler de ça, c'est plutôt, on va dire, le réajustement d'exposition, ils ont augmenté leur exposition par rapport au fonds, les obligations souveraines. En même temps, ils ont également élevé leur sensibilité par rapport les sphères privées, les obligations privées, et notamment, ils ont en faveur des entreprises de meilleures notations par rapport à yield, au rendement qui était leur position forte historique. Voilà. Et enfin, quelque chose
on peut regarder un peu leur sensibilité géographique. Et là, pour simplifier les choses, on regarde que l'émergent, l'Europe et les États-Unis. On peut toujours regarder par pays aussi, également sur notre plateforme. Toujours, on va analyser le fonds sur 5 ans. D'abord, regarder un peu leur position historique. Ce qu'on voit, c'est un fonds qui est peu sensible sur les obligations américaines. Je trouve ça assez audacieux pour un fonds global, hein, de délaisser un marché aussi important en termes d'émissions. En revanche, plus important sur l'Europe et particulièrement plus sensible sur le marché oblige émergent. Bon, ça, c'est pas un secret, vous connaissez, tout le monde connaît un peu la maison Carmignac. Ils ont un biais et un talent, une capacité sur le pays émergent, sur toutes les classes d'actifs des pays émergents, ils ont prouvé depuis un moment. La même chose, on va regarder la dernière année pour comprendre un peu l'évolution sur ces facteurs-là. Ce qu'on constate, c'est que ils ont diversifié depuis, tout en augmentant la position de l'Europe, réduire un peu la position sur l'émergent, bon, réduire, non, maintenir la sensibilité par rapport aux obligations émergentes. Ils ont augmenté la sensibilité aux obligations Europe et ils ont élevé légèrement leur sensibilité aux obligations américaines. Ce qui est très intéressant ici, je tiens à souligner, c'est que connaissant un peu ce fonds et la maison, et surtout ce fonds-là, si on regarde comment dire, leur reporting, on peut trouver très peu de traces d'exposition aux pays émergents. Donc, mais ils ont une exposition sur le papier très forte sur l'Europe. Donc, ce qu'on peut voir constater ici. Et on aura du mal à comprendre pourquoi ils ont une telle, selon l'analyse, comment dire, de facteurs, ils peuvent avoir une sensibilité par rapport aux obligations émergentes aussi forte, alors qu'eux, ils achètent pas vraiment de papier des obligations émergentes en direct. Tout simplement, là, on fait une analyse macro et les détails, et comment dire, le diable est dans le détail. Ça veut dire que les gérants, dans leur picking de papier, picking des obligations, ils ont tendance à choisir des entreprises qui ont une sensibilité en termes de bilan, en termes des activités plus exposées au marché émergent. Ce qui fait que les actions ou les obligations de ces entreprises-là ont souvent une corrélation plus forte au marché émergent puisque leurs activités, que ce soit financières ou commerciales, sont dépendantes du marché émergent. Voilà ce petite analyse sur le fonds particulier comment dire, le fonds Carmignac hein, en termes de performance comparé à ses pairs et quelles sont la sensibilité du fonds actuellement par rapport d'ailleurs à ce qu'ils font dans le passé par rapport aux différents facteurs du marché. Maintenant, si on apporte ce fonds-là dans un objectif dans un contexte de portefeuille d'allocation, je vais le comparer, je vais l'apporter le fonds dans un portefeuille type équilibré, c'est-à-dire 60% exposé au marché action monde et 40% exposé au marché obligue souverain, voilà, qui a un profil équilibré. Je vais justement rajouter ce fonds-là, voir son impact apporté à ce type de portefeuille, on va dire cheap. Et on va constater ensemble quel est son impact en termes de performance et en termes de risque. Bon, je vais arbitrer 20%, juste pour mettre les choses un peu plus claires. 20% du marché, comment dire, l'exposition aux obligations souveraines au profit de ce fonds-là. Donc maintenant, on a un portefeuille qui, en comparé, comment dire, à 60% exposé au marché action monde, 20% sur le Coinbase monde, et puis 20% sur Carmignac Crédit. Et je vais faire une petite simulation historique pour voir sur les 5 dernières années d'abord, toujours ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat, qu'on pourrait avoir comme résultat. Alors, en vert, c'est le portefeuille type 60-40. Et en nouveau, c'est le portefeuille type modifié avec Carmignac, 20%
en faveur comment dire, de ce fonds-là. On voit que bah, déjà, en termes de graphique, hein, il y a une vraie différence. Si on entre dans l'analyse un peu plus fine, on voit qu'en rendement sur 5 ans, bah, il y a une amélioration plus de 1,5 de rendement annuel par an. Voilà. Et si on regarde en volatilité, il y a une réduction de volatilité. Bon, pas beaucoup, mais quand même visible. Et également, si on regarde en perte maximum, également, bah, on maintient sur un même niveau de perte maximum, enfin, entre 14,13 et 14,49, il n'y a pas une grande différence. Voilà, bon, comme ça, on a vraiment l'impression que le fonds apporte un vrai effet de diversification, comment dire, à ce portefeuille type, hein, tout en gardant la même thématique d'investissement, puisque le nouveau portefeuille, la nouvelle allocation, reste 99% corrélé par rapport à l'allocation type 40-60. Donc, on est exactement dans la même thématique. Quelque chose de plus peut-être intéressant pour terminer, de regarder un peu, parce que là, on a l'impression que tout est beau, Carmignac est super, il suffit de remplacer le fonds Global Govies complètement, le tracker, à part ce fonds-là, tout va super bien. Alors, je vous propose quand même de creuser un peu plus l'analyse pour voir est-ce qu'il y a comment dire, un effet l'envers du décor. C'est que si on regarde les différents événements historiques que la période a traversé, on constate que quand même, la nouvelle allocation intégrée Carmignac peut être plus, je vais regarder en performance plutôt, peut être plus risquée. Voilà. Bon, pas beaucoup, mais quand même, il y a un comportement quand même à constater. Typiquement, le moment de choc inflationniste, et typiquement la guerre en Ukraine, bah, il peut être plus risqué dans un moment comme ça, on va dire, de black swan du marché, c'est-à-dire vraiment des événements qui n'étaient pas prévus, qui arrivaient soudainement sur le marché. Il peut être plus risqué qu'une allocation type 60-40. En revanche, dans le moment de rebond, il prouve aussi sa capacité d'être plus agressif hein, qu'un portefeuille type. Voilà mon analyse sur le fonds Carmignac de thématique crédit et obligations et son apport potentiel dans un portefeuille type équilibré 60-40. Je repasse la main, Jean-Marc, au sujet suivant. Pierre-Yves, je te laisse prendre la main du coup sur l'écran. Ouais, parfait. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée, pour faire un petit point sur les cryptoactifs. Alors, je vais prendre la main pour partager. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. On va commencer par faire un petit point sur les performances, voir ce qui s'est passé durant l'été. Je crois que le dernier point crypto qu'on avait fait était au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La tendance haussière s'est poursuivie, hein. Donc, on a eu une accélération. Voilà, le Bitcoin a continué sa progression. On a même touché un plus haut autour de 120 000 dollars durant l'été. Ethereum, la bien plus grosse crypto, a fortement accéléré, par contre, parce qu'on est passé de 2600 dollars à 4800 en mois d'août au plus haut. Et on voit finalement que dans cette accélération, la dominance du Bitcoin dans le marché des cryptos a réduit au profit justement d'Ethereum. C'était un petit peu le scénario qu'on mettait en avant au mois de mars dernier, puisqu'on avait vu un sursaut finalement d'Ethereum euh, suite à une mise à jour finalement de l'infrastructure de la blockchain Ethereum, hein, qui a été bénéfique euh, pour plein de raisons. Et on avait dit que finalement, à l'époque, le Bitcoin était autour de 100 000 dollars et l'Ethereum était autour de 2 000 dollars. Et on pouvait s'attendre finalement à ce que le Bitcoin évolue entre 100 et 120 000 dollars, mais que l'Ethereum rejoigne les 4 000 dollars. Donc finalement, ça a été même un peu plus loin que ce qu'on anticipait. Donc, on a vraiment eu une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc, ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, ou nous, ce que nous attendons, c'est que finalement, ce scénario va continuer à se dérouler de la même façon, où le Bitcoin va
potentiellement continuer, bien sûr, la tendance reste positive, hein, et on va peut-être sur vraiment une accélération potentiellement liée avec la baisse des taux de la Fed, parce qu'on verra, il y a des vrais liens, peut-être monter entre 130 000 et 150 000 dollars. En revanche, voilà, Ethereum pourrait continuer à surperformer et voir les autres crypto-monnaies comme Solana ou d'autres. Donc ça, c'était sur un petit point marché. Donc on voit finalement que depuis un an, voilà, on est dans cette tendance haussière, hein, même si Ethereum avait connu une petite période de creux en début d'année, fin 2024, début 2025, pour certaines raisons qui étaient liées plutôt raisons technologiques, hein, et donc la mise à jour de l'infrastructure a permis justement de redonner de la valeur à la crypto, à l'Ethereum, donc la crypto qui est utilisée pour utiliser l'infrastructure blockchain Ethereum. Mais voilà, donc on reste vraiment dans une tendance vraiment positive. Euh, Par rapport au début d'année, où voilà, le classement était complètement différent, mais je regarde ça. Là, finalement, voilà, le trio de tête reste le trio de tête de l'année 2024 et l'année 2023, c'est-à-dire l'or, Bitcoin et Ethereum. Ce sont vraiment les trois actifs qui performent le mieux depuis 3 ans. Et puis ensuite, on a voilà, le DAX, bon, c'est vrai, qui caracole en tête, hein, en tout cas en Europe, notamment par rapport au CAC 40 qui reste un petit peu fébrile. Et puis après, voilà, les marchés américains, le Nasdaq, le S&P, voilà, et l'Eurostock 50. Donc c'est juste pour donner un aperçu. Et pourquoi aujourd'hui, effectivement, mettre un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum dans une allocation d'actifs fait beaucoup de sens, puisque ça peut être voilà, un accélérateur de performance au sein d'un portefeuille. Donc, on s'attend voilà, à ce que cette dynamique continue. Pourquoi? Parce que l'actualité continue à être très riche. On parle beaucoup de Trump euh, depuis son élection, hein, et Trump impacte énormément les marchés financiers dans leur globalité, et notamment les cryptos. Alors, il y a des événements qui sont vraiment très importants, je pense, à garder en tête, notamment pour l'avenir. Premièrement, c'est que il y a eu un décret signé par Trump pour ouvrir les plans de retraite américains aux cryptos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les plans de retraite américains, les investisseurs, enfin les épargnants, ceux qui préparent leur retraite, pourront investir sur du Bitcoin et d'autres crypto-actifs. C'est un marché colossal, hein, puisque enfin, aux États-Unis, on le sait tous, hein, le système de retraite est beaucoup plus par capitalisation que par répartition comme chez nous. Donc ça représente énormément d'argent. Donc ça, c'est un facteur de soutien à long terme sur ce marché crypto. On a aussi, on avait depuis quelques années toujours, avec l'ancien président de la SEC, cette épée de Damoclès sur euh, comment sont considérés les cryptos. Est-ce que c'est considéré comme une action, quoi? Ou pas, puisque l'impact après, on va dire, judiciaire pouvait être vraiment négatif. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec la nouvelle direction de la SEC, qui sont plutôt pro-crypto, ils ont voilà, balayé d'un revers de main le fait euh, la majorité des cryptos soient considérés comme des securities, comme des actifs, enfin comme des actions, grosso modo, notamment Ethereum. Donc ça enlève aussi un risque juridique sur la classe d'actifs. Et puis bien évidemment, on l'a mentionné précédemment, hein, mais on s'attend à une baisse de taux de la Fed, voilà, peut-être en septembre, mais en tout cas d'ici la fin de l'année. Et en tout cas, on va peut-être rentrer dans un cycle de baisse de taux. Et dans ce contexte-là, le Bitcoin, notamment, et l'Ethereum, pourraient être les actifs on va dire, qui en bénéficient le plus. En tout cas, pour jouer cette baisse des taux, ce sont des actifs qui auront la plus forte volatilité et potentiellement une appréciation, voilà, la plus importante comparée au Nasdaq ou au S&P 500 ou d'autres marchés actions. Donc, il y a ces facteurs vraiment de soutien qui proviennent des États-Unis. Il faut aussi avoir en tête que les cryptos aujourd'hui sont un actif extrêmement important pour la famille Trump. Aujourd'hui, la fortune de la famille Trump c'est quasiment faite qu'en crypto. Aujourd'hui, ils ont une société où ils ont lancé un token qui s'appelle World Libertify, qui a pour vocation aussi de créer des services financiers utilisant la blockchain, tout ça.
Avec le lancement de ce token, la famille Trump, donc c'était la semaine dernière, hein, a vu sa fortune croître de 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on estime que la fortune personnelle de Trump, elle est à plus de 50% crypto. Donc c'est plus de 2 milliards de fortune liée à Trump en personnel qui est liée aux cryptoactifs. Donc voilà, il y a ce lien-là qui, ils vont pas se couper l'herbe sous le pied, hein. Voilà, faut être transparent. Surtout que Trump, on voit comment il agit, hein. Voilà, il agit comme un businessman. Et donc, voilà, il fait de l'argent, grosso modo. Et donc, on pense qu'il va continuer à soutenir cette innovation, soutenir ce marché-là. Autre chose plus fondamentale qui explique aussi cette tendance haussière, hein, c'est que, notamment depuis le début de l'année, on a vu un afflux massif d'achats de Bitcoin, notamment de la part des institutionnels. Alors, quand on parle des institutionnels, bien sûr, on parle de BlackRock, des autres via le lancement de leur ETF, mais pas que. Et aujourd'hui, la demande via les institutionnels d'achat de Bitcoin est quasiment 6 fois supérieure à la nouvelle émission de Bitcoin qui est créée en fait de façon algorithmique, hein, c'est le protocole Bitcoin. Donc on a une vraie demande, on a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre qui est créée. Parce que, pour rappel, Bitcoin a une émission monétaire programmée qui est réduite par 2 tous les 4 ans, ce qui en fait son phénomène de rareté à long terme. Et donc, si on voit que cette adoption institutionnelle, et aujourd'hui, elle reste faible, mais demain, plus retail ou investisseurs particuliers, parce qu'aujourd'hui, la hausse du marché, elle s'est vraiment faite grâce aux investisseurs institutionnels. Il faut bien l'avoir en tête. On n'a pas eu ce relais encore trop des investisseurs particuliers. Mais si demain c'est le cas, et ben voilà, cette rareté, notamment sur Bitcoin, va continuer à s'intensifier. Et donc, ça va continuer à pousser le prix dans les 10 prochaines années vers le haut, même s'il faut avoir en tête que ça reste un actif volatile. Voilà. Pas forcément beaucoup, beaucoup plus volatile que certaines actions du Nasdaq ou autres, mais ça reste un actif très volatile. On a aussi eu un phénomène, donc on se souvient, qui a commencé l'année dernière et qui s'est accéléré en début d'année avec la volonté de certaines sociétés privées de constituer une réserve de Bitcoin, donc mettre une partie de leur trésorerie en Bitcoin sur le long terme. Et on a eu ce phénomène qui s'est propagé sur l'Ethereum. Donc on a vu, notamment pendant l'été, euh, plusieurs entreprises accumuler massivement de l'Ethereum. Donc là, juste pendant du mois de juillet, il y a quasiment 2% de l'offre totale en circulation des Ethereum qui ont été acquis par des sociétés privées pour aussi constituer une réserve d'Ethereum. Alors là, il y a une autre logique que Bitcoin, parce que Ethereum, on le rappelle, la thèse d'investissement, c'est plutôt que Bitcoin détient les caractéristiques de potentiellement devenir un étalon de valeur, comme l'or. Ethereum, c'est différent. Ethereum, c'est une infrastructure. Et donc, si demain, les services financiers ou une partie des services financiers sont construits sur la blockchain Ethereum, et ben ça va créer beaucoup de valeur, beaucoup de trafic, et donc beaucoup de besoins de cette monnaie Ethereum pour euh, inscrire des transactions sur ce registre blockchain Ethereum. Et donc finalement, que ces acteurs constituent une réserve de Bitcoin, c'est que implicitement, ils veulent participer à la création d'une à l'infrastructure financière de demain qui serait bâtie sur la blockchain Ethereum. Donc voilà, donc c'est un phénomène important et intéressant. Et puis à côté de ça, en termes d'application, on a une vraie accélération, et nous, c'est un scénario que l'on a depuis plusieurs années, hein, de convergence entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée utilisant la technologie blockchain, puisqu'on voit de plus en plus de ce qu'on appelle donc la tokenisation d'actions, c'est-à-dire la représentation d'une action sur une infrastructure blockchain, et qui lui permet après d'interagir avec tous les autres composantes de la finance décentralisée, hein, que ce soit du prêt-emprunt, du marché secondaire et autres. Donc on voit cette accélération. On voit qu'il y a de plus en plus d'adoption et d'utilisation des stablecoins. Il y a quelques facteurs hein, qui nous disent que ça va continuer. La société Stripe, qu'on connaît tous, hein, a investi massivement sur tout ce qui est stablecoin et infrastructure de wallet crypto via le rachat de sociétés. Et donc, ils se positionnent énormément et eux, ils voient les stablecoins comme une vraie
innovation dans le paiement, notamment transfrontalier. Donc voilà, donc toutes ces innovations permettent de soutenir finalement cette adoption. Donc on a cette convergence de crypto et de la finance traditionnelle, hein, aussi bien par l'intégration, la possibilité d'investir sur les cryptos dans des enveloppes, on va dire, d'épargne traditionnelle, les stablecoins avec de nombreuses banques qui se mettent sur le sujet, beaucoup d'États qui s'emparent aussi du sujet de réserve stratégique Bitcoin. Voilà, on a l'Italie, le Brésil, les États-Unis, l'Indonésie, donc il y a beaucoup de sujets, même en France, hein, il y a notamment des sujets qui sont remis sur la table sur le minage de Bitcoin via l'excédent d'électricité de EDF. Euh, donc c'est des sujets, aujourd'hui avec le recul, on sait que c'était la bonne chose à faire il y a quelques années, hein, mais parce que c'était des sujets qui avaient été évoqués rapidement en 2017-2018 avec EDF. Euh, Si EDF avait passé le pas et avait juste utilisé l'excédent d'électricité produite par nos centrales nucléaires pour miner du Bitcoin, aujourd'hui EDF aurait une réserve de Bitcoin évaluée entre 3 milliards et 5 milliards de dollars. Donc voilà, c'est assez significatif. Et donc voilà, donc cet été, voilà, il y a eu beaucoup d'actualités. On a eu vraiment on va dire, que la politique et les institutionnels se sont emparés du sujet des cryptos. Et que, bien évidemment, en parallèle, tout le cadre réglementaire s'accélère fortement. En Europe, on a MiCA, mais aux États-Unis, on a eu le Genius Act pour réguler toute cette industrie, et notamment les stablecoins. C'est pour ça qu'on a eu cette forte vague, hein, d'appréciation. Donc voilà, finalement, tous ces facteurs-là nous font dire qu'on reste positif sur la classe d'actifs. Une baisse des taux de la Fed ne ferait que renforcer finalement le mouvement haussier qu'on a depuis maintenant 2 ans et demi. Euh, donc voilà pour le petit point crypto d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eh bien, merci Pierre-Yves. Si Émilie, puisque c'est la gardienne du temple, hein, on est d'accord, nous allons accueillir Mathieu Plane qui va nous faire son intervention prévue. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Merci encore d'intervenir pour la première fois d'ailleurs dans notre flash marché. Exact, oui. Et je te laisse te présenter tranquillou 15 secondes Ouais, et puis après tu 15 démarres. secondes. Ok, je démarre. Le temps de charger justement mes slides. Voilà, ça sera déjà ça de fait. Donc moi, je suis Mathieu Plane, je suis économiste, directeur adjoint à l'OFCE, qui est l'Observatoire français des conjonctures économiques, et j'enseigne à Sciences Po à la Sorbonne la macroéconomie. Donc voilà, du coup, je vais vous parler d'une situation qui inquiète un peu tout le monde, hein, les marchés bien sûr, mais aussi, j'allais dire même les citoyens, qui est la question budgétaire actuelle et la situation française. Voilà, et j'ai intitulé donc cette présentation. Vous voyez bien? C'est bon, j'imagine? C'est OK? Voilà. Voilà, donc la France au bord du chaos financier. Donc je crois que j'ai une petite demi-heure, tout compris avec les questions. Je vais essayer de pas être trop long et un peu synthétique. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet assez important, sur lequel il y a beaucoup d'éléments d'incertitude, hein, on va voir. Donc voilà, en 2 parties, je vais vous montrer un peu la situation budgétaire actuelle et pourquoi, pour moi, en fait, il y a des raisons de penser, bon, elle est assez grave, mais elle n'est pas inquiétante comme des fois ce qu'on peut entendre et qu'on n'est pas au bord du précipice. En tout cas, comme bon, certains peuvent le dire, pour un certain nombre de raisons, notamment macroéconomiques et des fondamentaux. Et vous verrez que je pense que c'est plus une crise politique qu'une crise économique. La première chose sur les finances publiques, qu'on ait quand même quelques éléments en tête. Sur la trajectoire de la dette publique, depuis là, vous voyez, c'est 1990. La France est en bleu foncé, hein, comme vous pouvez voir. En fait, la trajectoire sur longue période de la France, sur la dette publique, elle n'est pas singulière. Il y a une forte augmentation, hein, vous pouvez le voir, ça c'est les principaux pays de l'OCDE. Si on regarde par exemple sur une vingtaine d'années, depuis 2007, on a à peu près 44 points de PIB d'augmentation de dette publique, donc c'est extrêmement conséquent, mais c'est moins que l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon.
et c'est un peu plus que l'Italie, mais l'Italie partait d'un niveau d'endettement plus élevé. Et j'allais dire, le pays qui est plutôt singulier, en fait, dans cette affaire-là, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui, sur cette période-là, ne voit pas d'augmentation de son endettement, mais les autres pays de l'OCDE ont vu une hausse de l'endettement. Donc, sur la trajectoire de dette, on voit qu'on a des chocs macroéconomiques, des crises, crise financière, crise Covid, crise énergétique, qui créent des paliers sur les évolutions de dette. Et on le voit bien que la France est un peu au milieu de tout ça. On n'a pas une exception française. Donc, sur longue période, j'allais dire, c'est inquiétant au niveau mondial, c'est pas inquiétant particulièrement au niveau français. Ça, c'est le premier point. Par contre, ce qui est un peu nouveau, en réalité, par rapport aux autres pays, c'est que depuis 2019, la dette française a plus augmenté qu'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai fait, voilà, il y a des petits chiffres qui circulent. C'est clairement le pays de la zone euro parmi les grands pays où la dette publique a le plus augmenté depuis 2019. Donc sur très longue période, il n'y a pas tellement d'exceptions. Par contre, on se singularise, j'allais dire, désormais depuis à peu près 5 ans. Et autre point un peu inquiétant, c'est que la dette publique en fin de période ne se stabilise pas et même a une dynamique, actuellement, on regarde les déficits, vous le verrez, d'une trajectoire qui est haussière. Alors que dans les autres pays de la zone euro, on est plutôt sur des trajectoires de stabilité ou baissières. Et donc, ça veut dire que si on fait des prévisions, effectivement, la France commence à sortir un peu des clous en termes de prévisions. L'autre point, c'est bien sûr, qui est collé à ça, c'est les déficits publics. Et là, on voit quelque chose qui peut, en tout cas, interpeller assez clairement, c'est que les déficits publics, on a eu le même niveau de déficit public que la zone euro depuis 2000, mais on est au-dessus, on a plus de déficit public que la moyenne de la zone euro depuis 2000, donc maintenant près de 25 ans, et qu'on avait un déficit public plus élevé. Et que surtout, si vous regardez ça, si on regarde la période la plus récente, c'est qu'on a une espèce de découplage entre la trajectoire de déficit public français depuis 2022, et notamment à partir de 2023, et la moyenne de la zone euro. C'est-à-dire qu'on a une zone euro qui rentre dans les clous, autour de 3% de déficit, alors que le déficit français va se creuser à partir de 2022, et on est aujourd'hui pour 2024 à 5,8% du PIB, on devrait être à 5,4% pour cette année, mais on a un écart qui se creuse avec la moyenne de la zone euro. Le problème, c'est qu'à ce niveau de déficit, on ne stabilise pas la dette publique en point de PIB. En gros, pour faire simple, pour stabiliser la dette publique en point de PIB, il faudrait ramener le déficit autour des 3%. C'est un calcul un peu compliqué dans lequel on prend la croissance potentielle, le niveau de dette, c'est une règle quasiment comptable. Et donc, on sait que pour stabiliser la dette publique en point de PIB, il faut ramener le déficit autour de 3%. Au regard de l'effort budgétaire structurel qu'on doit faire, c'est ramener à 3% du PIB le déficit français, ça nécessite de faire un effort budgétaire de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie. Parce qu'on ne va pas revenir aux 3% d'ici l'année prochaine, donc on va l'étaler dans le temps. Et donc l'objectif est de revenir autour des 3% normalement d'ici 2029. Et ça fait à peu près 100 milliards d'euros. Donc c'est conséquent. C'est 100 milliards d'euros chaque année. On ne fait pas une fois et on cumule. Donc il faut trouver un ajustement budgétaire de 100 milliards, de 100 milliards, je dis bien 100, d'euros d'ici 2029 et qu'on va faire sur plusieurs années. Et ça, c'est hors effort de défense ou de transition énergétique. Donc si on rajoute l'effort de défense ou de transition, on peut arriver à 140, 150 milliards. Donc c'est, j'allais dire, un effort qui est assez colossal. Voilà, j'allais dire qui est pratiquement même inédit, et donc ça pose des questions, comment on va le réaliser? L'autre point qui est important, c'est de comprendre pourquoi on est dans cette situation de déficit public. Alors là, peut-être c'est un peu compliqué. On voit le déficit public était à 3,4% du PIB en 2017, au début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on était, enfin 2024, à 5,8%, et en fait, on a essayé de comprendre, l'OFCE, on a fait un papier là-dessus, quelles étaient les raisons de ces variations-là, entre les effets de la conjoncture, les charges d'intérêt, des mesures exceptionnelles qui sont liées au Covid, à la crise énergétique, le financement européen avec la relance européenne. Et en fait, vous voyez que tout ça nous permet d'expliquer, mais le gros qui explique le creusement du déficit public français, c'est ce qu'on appelle le creusement du déficit structurel primaire. Donc en fait, là où on a un souci, c'est que notre déficit, il n'est pas lié à la conjoncture, il n'est pas tellement lié finalement aux crises, parce qu'aujourd'hui, les crises, elles sont derrière nous, donc le déficit, il n'est plus tellement lié aux crises. Il y a quelques mesures qui restent, mais elles sont assez faibles encore. Et donc, c'est principalement structurel.
Et quand on regarde un peu en détail, dans les éléments plutôt structurels de tout ça, c'est qu'en fait, on a pris beaucoup, et peut-être on ne l'a pas assez commenté ça, en réalité, depuis la première élection d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de mesures fiscales et budgétaires qui ont été prises, hein, avec un tournant qui est la crise des Gilets jaunes. Et il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, hein, que ce soit le renoncement à la hausse de la taxe carbone, la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, la défiscalisation des heures supplémentaires. Puis après, il y a eu la crise Covid, il y a eu la crise énergétique, et puis il y a des mesures permanentes qui ont été prises aussi. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation pour tous, qui devait être que pour 80% des ménages. On a baissé les impôts sur la production, en même temps que ceux de l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est plutôt des bonnes mesures, hein, pour l'économie. On a fait le Ségur de la santé pour revaloriser les professions médicales, 13 milliards. Bon, bah, vous cumulez tout ça, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans un contexte très particulier, mais en fait qui n'ont pas été financées. Et le gouvernement comptait sur la croissance pour financer ces mesures, en disant toutes ces mesures-là auront beaucoup d'effets sur la croissance et ça permettra de remplir les caisses de l'État. Or, le problème, c'est que la croissance a été insuffisante, finalement, pour financer ces mesures, et que là, on est en sortie de crise, hein, le Covid et la crise énergétique sont nous, et donc c'est un peu l'heure du bilan. Et vous savez, c'est un peu comme, on dit, hein, voilà, la mer remonte, et bah, là, elle est en train de redescendre, la marée redescend, et puis on voit que bah, finalement, notre maillot de bain est plutôt au niveau des chevilles, hein, c'est-à-dire qu'on a un déficit qui est pas lié aux crises, mais qui est quand même assez structurel, et pour plus de 2 points de PIB. Et donc, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il va falloir le réduire de toute façon, d'une façon ou d'une autre, pour stabiliser cette dette publique. Si on essaie de comprendre pourquoi il y a cette hausse de déficit, juste petit point, ça c'est les évolutions de prélèvements obligatoires. En fait, en réalité, depuis 2017, il y a à peu près 2,4, 2,5 points de PIB de baisse de prélèvements obligatoires. Donc il y a eu des mesures, hein, comme je vous disais, qui sont assez importantes. 2,4, 2,5 points de PIB, c'est à peu près 75 milliards de baisse de prélèvements. Donc on dit, la France, voilà, on n'a pas fait de mesures fiscales. En fait, si, il y en a eu beaucoup. Et la dépense publique, pour le coup, alors on ne peut pas dire qu'il y a eu des dérapages, hein, c'est-à-dire que si vous regardez en point de PIB, on est au même niveau de dépense publique aujourd'hui qu'en 2017. Mais en même temps, elle n'a pas baissé. Et donc, ça veut dire que les baisses de prélèvements n'ont pas été financées par des baisses de dépenses publiques. Et d'où cette problématique de déficit public. Actuellement, c'est de savoir comment on va finalement réduire ce déficit structurel. Une fois de plus, beaucoup de mesures ont été prises et beaucoup de mesures qui peuvent être utiles n'ont pas été malgré tout financées. La question budgétaire s'est très peu posée ces dernières années, qui ont été des années assez particulières et qui ont flouté en fait, hein, un peu les évolutions de déficit en raison de ces effets de crise. Voilà. Petit point aussi pour dire, alors c'est peut-être un peu compliqué ça, mais je passe rapidement, c'est que la stratégie française, en fait, est assez différente des autres. Elle se ressemble plutôt aux États-Unis. En fait, c'est plutôt depuis 2017, si on regarde les évolutions. En fait, dans les autres pays, les dépenses publiques et les prélèvements ont augmenté. En France, en réalité, depuis 2017, la dépense publique en point de PIB, on le voit, hein, en haut à gauche, le trait bleu foncé, en fait, est au même niveau en 2017 qu'en 2024. Par contre, c'est les prélèvements qui ont baissé, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait, sauf aux États-Unis, en fait. Voilà, c'est pour vous dire, il y a une petite singularité là-dessus. Alors, on partait d'un niveau de prélèvement et de dépenses publiques plus élevé, mais on voit que dans les trajectoires et dans la dynamique récente, on a des choses assez différentes. Alors, maintenant que je vous ai dit ça et que j'ai montré que la question budgétaire était quand même préoccupante, hein, et qu'on avait un effort assez colossal à mener dans les prochaines années, qui serait assez considérable, malgré tout, il y a des raisons de penser qu'il ne faut pas paniquer et qu'on peut attendre un peu pour paniquer. Alors, ouais, je dis pourquoi la crise est plus politique qu'économique. Et moi, fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est sa crise politique qui peut nous conduire à une crise économique, mais ce n'est pas la crise économique qui conduit à une crise politique. En fait. Alors, première chose, si vous regardez les évolutions du PIB depuis fin 2019 dans les grands pays de l'OCDE, en fait, la France est en pointillé. On a un niveau de PIB aujourd'hui, disons que le référentiel, c'est pré-Covid, fin 2019. On est un peu plus de 5 points au-dessus du niveau d'avant-crise. En termes de PIB, l'Allemagne, pour comparaison, c'est 0. C'est-à-dire que le choc économique, il est beaucoup plus fort aujourd'hui en Allemagne qu'en France. Alors, la France, ce n'est pas mirobolant. C'est inférieur à l'Italie ou l'Espagne. Alors, surtout l'Espagne qui connaît une forte reprise économique. Mais on est sur longue période, depuis fin 2019, on est un peu au-dessus du Royaume-Uni. On est largement au-dessus de l'Allemagne. Et on est assez proche de la moyenne de la zone euro. Et les États-Unis, en rouge, sont très au-dessus.
Mais la France ne se singularise pas en disant, voilà, on a une forme de déclin économique par rapport à nos partenaires européens. Aujourd'hui, la question économique, elle est beaucoup plus du côté allemand. L'autre point, si je prends une période plus récente, c'est-à-dire depuis 1 an, je regarde ce qu'on appelle des glissements annuels, c'est-à-dire je regarde le niveau de l'évolution du PIB français par rapport aux grands pays de la zone euro hein, sur 1 an, ce qu'on appelle un glissement annuel, donc du deuxième trimestre 2025 au deuxième trimestre 2024. Ce qu'on voit en bleu foncé, c'est que la France, en gros, a une croissance en glissement annuel sur 1 an à peu près de 0,8%. Une fois de plus, ce n'est pas fabuleux, mais ce n'est pas catastrophique. On n'est pas en récession, alors même qu'on a eu la dissolution, notamment l'été dernier, qu'on a eu une censure du budget, qu'on a une loi spéciale, qu'on a probablement un Premier ministre qui ne va pas finir le mois de septembre, mais malgré tout, économiquement, macroéconomiquement, la croissance française n'est pas formidable, mais elle résiste plutôt pas mal. Comme on peut voir, sur 1 an, notre croissance, elle est supérieure à celle de l'Autriche, supérieure à celle de l'Allemagne, même supérieure à celle de l'Italie, qui a une bonne performance sur 5 ans, mais pas sur la dernière année. On est au-dessus de la Finlande. On est en dessous, certes, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Portugal, mais on voit qu'on est, voilà, on n'est pas les plus mauvais élèves de classe, on n'est pas en récession, on n'est pas les meilleurs, c'est sûr, malgré les différents chocs. Et si je prends un autre indicateur, qui est alors l'indicateur qu'on fait à l'OSCE, qui est du no-casting, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir de la prévision en temps réel pour le 3e trimestre 2025, avec l'information dont on dispose aujourd'hui, au regard des différents indicateurs de marché, d'enquête, etc., qui circulent. Donc, c'est une méthode statistique un peu complexe hein, qui est réalisée. En réalité, la croissance attendue pour le 3e trimestre, elle serait légèrement en dessous de 0,3%. Donc, pour le moment, on n'indique pas de récession. On n'indique pas de récession pour l'économie française. Alors, une fois de plus, ça peut être révisé, hein, parce que on intègre assez mal le mois de septembre, mais probablement que le 3e trimestre sera autour de 0,2. Une fois de plus, ce n'est pas fabuleux, mais on ne peut pas parler de récession ou de crise économique. Voilà, pour le moment. L'autre point que je voulais vous montrer, et à mon avis, qui est important, peut-être un peu technique aussi, mais j'ai obligé de vous donner un certain nombre d'éléments macroéconomiques, c'est en fait la situation de l'ensemble de l'économie française. Alors, j'essaie d'expliquer ça. C'est en fait quelle est notre situation en termes de besoin de financement ou de capacité de financement vis-à-vis du reste du monde. Pour faire simple, vous avez d'un côté les ménages, de l'autre côté les entreprises. Le 3e agent, c'est l'État et les administrations publiques. Et après, il y a le reste du monde. Et donc, dans une économie dans laquelle il y a des problèmes importants de financement, vous avez un déficit courant très important, c'est-à-dire que vous avez besoin de financement de l'extérieur qui sont très forts. En France, ce qu'on peut voir, si on regarde l'ensemble de cette balance courante, cette balance des paiements, ce qu'on voit, c'est que depuis 2019, on a une forte augmentation du déficit public. C'est effectivement le besoin de financement des administrations publiques. Hein. Vous voyez, depuis 2019, c'est une augmentation de 3 points de PIB. Hein. On est passé d'un peu moins de 3% à 2025. Aujourd'hui, on a 5,4. Bon, 3 points de PIB. Ce que vous voyez, c'est que dans le même temps, en fait, les ménages ont surépargné de façon colossale et que la capacité de financement des ménages, c'est-à-dire que ce qu'ils ont de côté, a augmenté dans le même temps de 3,8 points de PIB. C'est-à-dire que ce qu'on a perdu du côté du déficit en termes de financement, les ménages l'ont accumulé de l'autre côté. Donc, si on regarde de façon complètement agrégée l'économie française, aujourd'hui, la France n'a pas de besoin de financement vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on va avoir autant de placements à l'étranger que les étrangers, qu'on va devoir avoir des besoins de prêter aux étrangers ou les étrangers vont devoir nous prêter, pour faire simple, d'un point de vue macroéconomique. Or, ce qu'il faut faire, et ça c'est très important, hein, c'est-à-dire que le déficit public ne peut pas être la seule lecture d'un problème d'un pays. Et donc, les pays qui se sont trouvés en situation de défaut sont des pays qui avaient des balances courantes extrêmement déficitaires. C'est-à-dire qu'ils avaient des besoins de financement externe qui étaient très forts. Ce qui n'est pas le cas de la France, en fait. On a des déficits publics, mais on a de l'épargne. Alors, à un moment donné, c'est comment tout ça va se réagréger, mais d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas cette situation. Si vous prenez le cas de la Grèce, par exemple, au moment de la problématique Grèce, on est à plus de 10 points de PIB de besoin de financement national, global. C'est-à-dire qu'il y avait du déficit, mais en plus, il n'y avait pas des capacités de financement en face. Aujourd'hui, un pays qui est assez exceptionnel là-dessus, c'est les États-Unis, qui ont un besoin de financement externe très fort, parce qu'ils ont des déficits, ils ont peu d'épargne, ils ont des besoins de financement externe très forts. Mais les États-Unis ont le dollar. Et donc, ils ont la sécurité du dollar. La question, c'est jusqu'où ça peut aller.
Mais la France n'est pas dans la position américaine, en réalité, parce qu'elle a des déficits, mais elle a de l'épargne. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir que la balance courante française, d'ailleurs, non, pardon, je vous montre quelque chose avant, c'est que le taux d'épargne français n'a jamais été aussi élevé. Si on enlève la période Covid, le taux d'épargne français, et là, vous voyez qu'à gauche, c'est le taux d'épargne qui se décompose entre le taux d'épargne immobilier et le taux d'épargne financier. Et vous voyez que la hausse du taux d'épargne qu'on connaît depuis 2019, hein, qui est assez colossale, hein, enfin c'est même considérable en termes de milliards accumulés. Juste pour vous donner un chiffre que je regardais, en 2019, l'épargne des ménages français, c'est 215 milliards. Aujourd'hui, pour 2025, l'épargne des ménages français, ça sera 350 milliards. 350 milliards. Donc, il y a une épargne qui est colossale. Ça pose aussi un certain nombre de questions sur l'inquiétude, l'incertitude et ces niveaux d'épargne, qui ne sont pas de la consommation, du coup, et donc moins d'activité. Mais il y a beaucoup d'épargne. Et vous voyez que l'augmentation de l'épargne, en France, c'est de l'épargne financière, ce n'est pas de l'épargne immobilière. Donc, c'est des placements financiers. Et là, j'ai pris ce petit graphique aussi que j'ai récupéré de la Banque de France en bas à droite et qui a été assez peu commenté. Et à mon avis, qui est assez intéressant, c'est le taux d'épargne financier dans les grands pays de la zone euro depuis 2012. Et il y a une première historique, c'est que le taux d'épargne financier français a dépassé le taux d'épargne allemand, qui est considérable, enfin historiquement considérable, le taux d'épargne financièrement. Et depuis début 2025, le taux d'épargne financier des ménages français est supérieur au taux d'épargne financier des ménages allemands. Et donc, on voit qu'on a une exception française là, de ce côté-là, avec une épargne qui est considérable, qui effectivement sécurise quelque part notre situation macroéconomique nationale. Juste pour vous montrer, voilà, le rétablissement de la balance courante, hein, c'est l'équivalent de ce que je disais, c'est qu'on a eu un creusement de la balance courante qui a été fort, notamment en 2022-2023. Et vous voyez que c'est notamment lié au creusement du déficit commercial qui a été très fort, notamment avec le choc énergétique. Vous voyez qu'en 2024, notre balance courante est à l'équilibre. Alors, pourquoi elle est à l'équilibre? Comme je disais, c'est qu'on a beaucoup d'épargne, mais c'est aussi, si on regarde la balance courante, on a un déficit commercial qui est important, qu'on commande beaucoup, qui est de l'ordre aujourd'hui de 60 milliards d'euros. Mais ce qu'on dit assez peu, c'est qu'on a des excédents très importants du côté des services. Et donc, en fait, on vend beaucoup plus de services qu'on en importe, qui viennent compenser notre déficit commercial. Et on a aussi une balance des revenus qui est excédentaire. Pourquoi? On tire des revenus des investissements étrangers, notamment de nos géants, des multinationales, qui génèrent des profits des dividendes, qui sont rapatriés en France. Et donc, c'est des capitaux qui rentrent en France. Et donc, le besoin de financement vis-à-vis de l'extérieur, du coup, est limité grâce à ça. C'est que notre déficit commercial est compensé par cet excédent dans les services et des flux de revenus entrants qui sont positifs. Peut-être quelques petits points pour terminer, pour vous montrer aussi en termes de finances publiques, il ne faut pas oublier de regarder un certain nombre d'éléments. Là, j'ai fait une comparaison des principaux pays de l'OCDE, d'accord, sur la dette brute, donc c'est-à-dire effectivement l'engagement financier des administrations publiques. Et donc, alors on a la dette de Maastricht qui est un peu différente de l'ensemble du passif financier. Vous voyez que pour la France, on est à 120 points de PIB. Si on prend l'ensemble du passif financier, c'est un peu au-delà des critères de Maastricht. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez qu'on est plutôt assez élevé. Alors, on est très en deçà du Japon et un peu en dessous de l'Italie. Mais en fait, quand on tient compte des actifs financiers détenus par l'État, d'accord? Et en fait, il y a des actifs financiers, vous voyez que vous enlevez 46 points de PIB. Et ça, c'est la situation patrimoniale, en fait. Là, l'INSEE nous fournit de l'information. Et qu'en fait, à part le Japon, en fait, la France est le pays dans les grands pays de l'OCDE dont l'État possède le plus d'actifs financiers. Et donc, la dette nette financière, elle est en fait beaucoup plus basse que prévu et elle est notamment très en deçà de l'Italie. Vous voyez, par exemple, le Japon a beaucoup d'actifs financiers, en fait. Et donc, sa dette nette est beaucoup moins élevée que sa dette brute. Et donc, c'est important aussi de regarder cette question de la dette, donc c'est cette dette brute qui est problématique, mais il y a quand même une solidité en face qui est qu'une contrepartie, c'est que notamment l'État français a des actifs financiers. Alors, ça voudrait dire que pour rembourser, il pourrait les liquider, etc., ce qui poserait des problèmes, mais ça a une valeur, ces actifs. Autre point, je le passe aussi assez rapidement, c'est que là, je vous parle que des actifs financiers, mais en plus, l'État possède des actifs non financiers. Alors, c'est pareil, ils ne sont pas forcément très liquides, mais ce qu'on appelle la valeur patrimoniale. Et en fait, les actifs non financiers, aujourd'hui possédés, ça c'est dans les comptes de patrimoine de l'INSEE, qui sont officiels, qui sont totalement accessibles. En fait, les actifs non financiers détenus
par les administrations publiques, et notamment l'État, c'est près de 100 points de PIB. Et donc, si on regarde la situation patrimoniale globale de l'État et plus globalement des administrations publiques, oui, on a une dette qui est importante, mais en réalité, quand on rajoute les actifs financiers et non financiers, on a plus d'actifs que de dettes. Et la valeur nette patrimoniale, elle est même positive. Elle représente 21,7 points de PIB en 2024, c'est les derniers chiffres qui circulent. Donc ça veut dire qu'un enfant qui naît en France, effectivement, hérite d'une dette importante, mais il va hériter aussi des actifs qui sont en face. Alors certes, le problème qu'on observe depuis 2007, c'est que cette valeur nette a tendance à baisser. Pourquoi? Parce qu'on augmente notre dette sans augmenter forcément les actifs en face. Mais malgré tout, si on regarde le portrait aujourd'hui, la situation actuelle, et qu'on fait une photographie, on a quand même cette valeur nette patrimoniale qui est positive. Ça veut dire que un Français ou un enfant qui naît en France hérite de 50 000 € en gros de dette par tête, mais il va récupérer en face à peu près 63 000 € d'actifs financiers et non financiers, indirectement, parce que l'État français, c'est l'ensemble des Français qui le possèdent d'une façon indirecte. Et donc, ça fait 13 000 € de valeur nette. Donc ça, voilà, c'est quand même, bien sûr, pas liquide, et qu'on ne va pas forcément rembourser la dette en vendant des terrains, etc. Mais en même temps, il y a une valeur aussi à cet ensemble de patrimoine, sachant que, par exemple, bien sûr, la Tour Eiffel, le Louvre, l'Élysée ne sont pas valorisés là-dedans. C'est que des terrains ou de l'immobilier notamment, qui a une valeur foncière qu'on peut considérer. On ne va pas mettre la Joconde là-dedans, par exemple. Bref, c'est pour relativiser un peu cette situation de dette. Alors, pareil, du côté des spreads de taux, j'ai regardé un peu les choses. J'ai repris une série depuis début 2023. On voit que, clairement, le spread de taux, il connaît une rupture, donc la prime de risque sur la France, à partir de la dissolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas la situation économique qui va être bouleversée à ce moment-là, c'est la situation politique. Et que vous voyez que les ruptures qu'on connaît aujourd'hui sur le spread de taux, c'est des questions qui sont liées à des questions politiques. Donc, premier point, c'est l'annonce de la dissolution. On voit la marge d'escalier qu'on ne récupère jamais. Il y a eu la censure du budget. Alors, il y a un phénomène un peu extérieur, enfin, qui s'est passé de façon temporaire, mais ce qu'a annoncé Trump aussi lors du Liberation Day a eu des effets sur les primes de risque, notamment au sein de la zone euro par effet de transmission, etc. Il y a eu l'annonce du plan de relance allemand, etc. aussi, qui a pu avoir des effets. Mais là, si je me concentre sur la période la plus récente, en fait, on a une remontée depuis l'annonce de Bayrou qui veut se soumettre au vote de confiance à l'Assemblée lundi. Et donc, on voit la prime de risque remonter. Mais par contre, cette prime de risque, elle est remontée. Aujourd'hui, on est, je crois, autour de 0,75 ou quelque chose comme ça, en termes de, enfin, 75 points de base de prime de risque. Mais on a une montée assez significative, mais on n'a pas eu une envolée. Et moi, ce que je pense, c'est que les marchés, les investisseurs, ont déjà intégré dans cette prime de risque le fait que le Premier ministre ne passerait pas le 8 septembre et qu'on aurait un épisode de flou assez important. Mais je ne crois pas, en tout cas, qu'on va avoir une envolée le 8 ou le 9 septembre parce que François Bayrou va être obligé de démissionner. Je pense que les marchés ont déjà intégré ça. Je pense que les marchés intègrent déjà en partie le fait qu'on pourra avoir une dégradation de Fitch. Bon, donc, j'allais dire, c'est pas glorieux, mais c'est pas catastrophique de ce côté-là. Si je regarde l'évolution des taux d'intérêt aussi, la charge de taux d'intérêt, et j'ai encore 2 slides et je m'arrêterai là, vous voyez que c'est la charge d'intérêt de la France en point de PIB depuis 1995, sachant que le pic a été atteint en 96 exactement, on a eu 3,6 points de PIB de charge d'intérêt. La charge d'intérêt, on peut en parler en euros, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ça a du sens de le rapporter en fait à la création de valeur, c'est-à-dire au PIB. Alors la particularité, c'est que 2020 et 2021, on a atteint même un point bas en termes de charge d'intérêt rapporté au PIB. Pourquoi? Parce que les taux, avec des taux à zéro, forcément, votre renouvellement de dette vous coûte rien. Là, on est exposé à un autre problème, c'est qu'effectivement, on serait en dette, dans le renouvellement de la dette, à des taux supérieurs à ce qu'on a connu lors de la décennie 2010. On a bénéficié beaucoup de la baisse des taux, et donc ça va être moins le cas. Et donc, on est sur une trajectoire de remontée des taux. Et vous voyez qu'on va être, 2026, à 2,5 points de PIB. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que ça mange nos marges de manœuvre. Mais si on regarde par rapport à l'historique, qui est 3,6, on en est quand même assez loin. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 2,2 points de PIB de charge d'intérêt rapport au PIB. On sera à 2,5 certainement l'année prochaine. L'Espagne est à 2,4. L'exception, c'est l'Allemagne. Le Royaume-Uni à 2,9. L'Italie à 3,9 et 4,7. Donc, aujourd'hui, dans la capacité de charge d'intérêt, on n'est pas sur quelque chose qui est explosif. Alors, je ne dis pas que
il ne faut pas s'inquiéter, etc. Je dis juste que macroéconomiquement, pour le moment, tout ça reste assez soutenable. Voilà. Par contre, et je termine là-dessus, je pense que c'est le point assez fondamental. Pour moi, c'est que les fondamentaux de l'économie française, comme je vous l'ai dit, sont pas. Oula, pardon. Hop. Les fondamentaux, l'économie française ne sont pas glorieux, mais ce n'est pas catastrophique. On a une solidité macroéconomique. On n'est pas à la Grèce, vraiment pas, quoi. Enfin, je veux dire, sur plein d'aspects. Si vous regardez de façon un peu froide, la différence entre l'économie française de juin 2024 et celle de septembre 2025, il n'y a pas de grande différence, hein. On n'a pas eu de récession. La situation budgétaire, au fond, on la connaissait déjà à ce moment-là. Donc, on n'a pas eu finalement d'éléments extrêmement nouveaux. Voilà, donc pas de récession. On a un marché du travail qui se dégrade, mais qui reste quand même, on n'a pas une envolée du chômage. Donc, tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'à mi-2024, on l'avait déjà. Et juste pour terminer là-dessus, le problème, c'est qu'on a un niveau d'incertitude qui atteint des niveaux records et l'imprévisibilité politique. Et ce que je vous montrais, ça, c'est un indicateur d'incertitude que j'ai récupéré, hein, et qui montre qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est face à une période d'incertitude et d'imprévisibilité politique qui est très forte. Et qu'en réalité, on n'est pas dans une crise économique, mais on est dans une crise politique, et que cette incertitude donne de l'imprévisibilité. Et qu'en réalité, la crise politique peut ouvrir un champ des possibles extrêmement large, dans lequel un scénario noir peut se réaliser si on a une dissolution, si on a un parti qui est complètement en rupture avec les traités européens ou qui ne va pas du tout essayer de respecter les règles budgétaires ou de soutenabilité, qui ne va pas donner confiance au marché, etc. Et donc, ou une démission même au pire d'Emmanuel Macron peut ouvrir un champ des possibles. Mais pour le moment, juste sur l'analyse fondamentale, il n'y a pas des raisons de s'inquiéter. Ce qui est inquiétant, c'est la crise politique et ce qu'elle peut générer. Mais ce n'est pas une crise économique, voilà, en tant que telle. Voilà, Jean-Marc, je m'arrête là. Et il y a peut-être des questions. Eh bien, c'est le temps des questions. Si certains d'entre vous, on peut prendre 3 questions avant de libérer Mathieu. Je vais poser une petite question, Mathieu. Merci beaucoup Oui. pour cette présentation ultra intéressante et très complète. Bon, ça, je comprends bien. En fait, juste pour synthétiser un peu, le niveau de dette par rapport au PIB, il faut relativiser cette notion. Parce que si on regarde déjà par rapport au niveau situation on regarde un peu le pays comme le Japon, comme la Chine, hein, le niveau d'endettement, Mm. c'est assez important, jusqu'à 200-300% de le PIB. Pour autant, le marché continue à leur faire confiance. Je parle des investisseurs. Et de l'autre côté, on a, comme vous l'avez mentionné, la Grèce, hein, qui a fait faillite, hein, alors que la dette était à peine à 75% de son PIB. Et qu'aujourd'hui, on est vraiment, et que vous avez vraiment décortiqué la dette, hein, ce qui est important, c'est pas forcément le niveau, c'est la capacité de la rembourser. Donc, il faut surtout regarder cet aspect-là. Et de cet aspect-là, on n'est pas vraiment dans une situation de crise. Ouais. Mais supposons toutes les choses égales, on ne change rien. Et à quel moment, comment cette situation peut vraiment devenir insoutenable, c'est-à-dire le déficit glisse au fur et à mesure, tout ce qu'on a dépensé, c'est de l'argent jeté dans l'eau. Finalement, on n'arrive pas à créer autant de croissance parce que la conjoncture globale mondiale tire vers le bas. On évite la crise, pour autant, je n'arrive pas à générer de nouvel argent pour rembourser. Donc voilà, supposons qu'on est vraiment dans cette situation-là de nulle part, hein, et à quel moment on peut vraiment déraper? Alors, oui, effectivement, regarder juste le niveau de dette sans regarder les contreparties ou la situation des autres agents économiques, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, le Japon a la dette publique en point de PIB la plus élevée du monde et a les taux d'intérêt les plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une situation de Ouais, balance courante excédentaire extrêmement forte. Ils ont accumulé des excédents sur le reste du monde. ouais. Donc, vous pouvez avoir de la dette si vous avez des excédents ailleurs. Ce que je montre, c'est que la France, en fait, elle a de la dette, mais elle a beaucoup d'épargne, ce qui la solidifie. Maintenant, ce qui est juste, c'est que si vous êtes resté avec 6 points de PIB de déficit, votre trajectoire n'est pas soutenable au bout d'un moment. C'est-à-dire que vous avez une dérive quand même de la dette publique qui va manger vos marges de manœuvre et qui va poser un problème. Donc la question, c'est à quel moment on réussit à stabiliser la dette? Il n'y a pas de raison de paniquer parce qu'on a de l'épargne en face, parce qu'on a des choses, Hmm. et qu'on s'est levé l'impôt, et qu'on a la deuxième, le deuxième économie de la zone euro, qu'on n'est pas en récession et tout ça.
Maintenant, on ne peut pas rester avec ce niveau de déficit. Par contre, dire, bah, si le 8 septembre, Bayrou passe, c'est ça, ou c'est le chaos, c'est pas vrai. Ce ne sera pas le chaos. Le truc, c'est qu'à bout d'un moment, il va falloir trouver un consensus pour réduire ces déficits, même quitte à le réduire progressivement, et de se mettre la France sur une trajectoire de soutenabilité, de réduction de ses déficits. Il n'y a pas de panique pour le moment. Il n'y a pas de panique. D'ailleurs, je pense que si les taux d'intérêt amenaient à remonter, on se dirait, bon, bah, la France, elle devient quand même très attractive en termes de rendement. Parce que si vous avez des taux d'intérêt de 2 points supérieurs à l'Allemagne, vous dites, bah, la France, elle ne va pas faire défaut. Donc, moi, j'achète tout de suite la dette française. Et donc, ça rééquilibrerait les choses. Donc ces questions-là, voilà. Je pense que, pour redire tout ça, fondamentalement, l'économie française a des problèmes, mais elle a des atouts. Et c'est pour ça qu'elle ne risque pas le défaut à court terme. Mais par contre, la crise politique est un problème parce qu'on ne voit pas l'horizon et la trajectoire de soutenabilité. Et est-ce qu'on va avoir une coalition qui va être capable de dire, OK, on se met d'accord, peut-être à minima, mais on va le réduire progressivement pour rassurer tout le monde et dire ça, OK. Bon, voilà. Et en fait, moi, je ne sais pas ce qui se passe, hein, si on a une dissolution, si on a une crise politique, si on a un nouveau Premier ministre, c'est quoi les choix politiques qui seront faits pour dire qu'est-ce qu'on fait pour les 5 prochaines années? Et en fait, ce qui rassure, c'est de dire, c'est pas grave qu'on ait du déficit aujourd'hui. La question, c'est qu'à un moment donné, il faudra revenir en dessous, même si c'est progressif, mais il faut avoir cette trajectoire qui rassure. Et or, aujourd'hui, politiquement, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Et donc, c'est ça qui nous pose problème. Donc, la question, moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce que fait Emmanuel Macron le 9 septembre? Voilà. Donc, comme toujours, les marchés détestent les incertitudes, comme les agences de notation d'ailleurs, comme nous-mêmes aussi. On aime bien savoir à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la stratégie et le plan prévu. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu. Exactement. Exactement. Et voilà, la clé est autour de ça. Donc, il faut suivre attentivement ces décisions politiques et ce qui va être fait. Une fois de plus, voilà, 3 points de PIB, c'est beaucoup. Mais quand vous voyez ce qu'était la Grèce, c'est pas grand-chose. En fait, si vraiment c'est la panique, 3 points de PIB, on ne serait pas en train de discuter, on fait une année blanche ou pas une année blanche, hein. 3 points de PIB, c'est colossal. Donc, c'est pas colossal, je veux dire, par rapport à ce qui a pu être fait par ailleurs. Donc, voilà. C'est là où je pense qu'il reste quand même des capacités en cas de difficulté. Voilà. Mathieu, tu as relevé mon défi avec élégance et brillance, comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup et à très vite. Merci Jean-Marc. Ah, Merci à merci beaucoup, tous. hein. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.